En juillet dernier, une mésaventure m'est arrivée alors que ma maison subissait d'importantes réparations, me laissant sans électricité pendant plusieurs jours. Travaillant à domicile, cette panne était un véritable casse-tête. J'ai donc dû me résoudre à louer un Airbnb pour quelques nuits, le temps que le courant soit rétabli chez moi. Les options étant limitées dans ma région, j'ai finalement opté pour un logement situé à environ 45 minutes de chez moi, dans un quartier isolé et réputé peu fréquentable. Certes, l'endroit n'était pas idéal, mais les économies réalisées valaient la peine, vu la courte durée de mon séjour. Dès mon arrivée, épuisée par les tracas de ma maison, je me suis écroulée dans mon lit. Le lendemain matin, je me suis levée tôt pour installer mon espace de travail. Mais juste avant de commencer ma journée, on frappa à la porte. Hésitais, car ce n'était pas chez moi, mais pensant qu'il pouvait s'agir de l'hôte, j'allais voir. Sur le perron, un homme, la trentaine peut-être, le corps tatoué. Il n'avait pas l'air d'un hôte Airbnb ni d'un vendeur. Incertain de sa présence, je décidai de l'ignorer. Je retournai à mon bureau, rattrapant le travail accumulé. Des réunions s'enchaînèrent. Je ne quittai mon poste qu'à 20h, hésitant même à reprendre après le dîner. À peine avais-je commencé à manger qu'on frappa à nouveau. Sans surprise, c'était le même homme. Que pouvait-il bien me vouloir à une heure pareille? J'étais plus agacée qu'inquiet, mais j'ai préféré retourner à mon dîner. Après une demi-heure, vers 22h, j'ai décidé de travailler encore 1 heure. La fatigue me pesait, mais le travail devait être fait, et remettre ça au lendemain ne ferait qu'accroître mon stress. J'ai mis mes écouteurs et me suis concentrée tant bien que mal. 1 heure plus tard, satisfait de mes progrès, j'ai enfin fermé mon ordinateur pour la nuit. Je n'avais pas réalisé l'obscurité qui m'entourait. L'écran de mon ordinateur était ma seule source de lumière. En allumant la lumière à l'entrée, un frisson m'a parcouru. Dans le couloir, de faibles mais indéniables empreintes de chaussures se dessinaient. Elles étaient partout, même derrière le bureau où je travaillais. Terrorisée, je les ai suivies jusqu'à la porte arrière, entr'ouverte. Une terreur indescriptible m'étreignait, un froid glacial qui me paralysait. Quelques instants plus tard, des pas ont commencé à résonner dans l'escalier. Lent, prudent, ils se rapprochaient. Arrivé en bas, un homme a jeté un regard dans le couloir et m'a fixé. C'était lui, reconnaissable entre mille avec ses tatouages distinctifs. La surprise a illuminé son visage en me voyant me promener ainsi, mais elle s'est vite muée en une rage sourde. Son visage ne laissait transparaître que de l'irritation et de la colère. J'ai tenté de parler, mais aucun son n'est sorti. Mon cœur battait à tout rompre. Instinctivement, j'ai fait volte-face et me suis enfuie en courant par la porte arrière. J'ai traversé le jardin à toute vitesse et me suis enfoncée dans les bois derrière les maisons. Accroupie derrière un arbre, j'ai saisi mon téléphone pour composer le 112. Mais j'ai rapidement refermé l'appareil en entendant des pas se rapprocher. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me suivent. Heureusement, il est passé sans me voir et a continué sa course dans l'obscurité. Après avoir contacté la police, je suis retournée à l'Airbnb et j'ai attendu leur arrivée. J'ai fourni une description détaillée de l'homme et ils l'ont appréhendé le lendemain. Alors que mon périple à travers le pays battait son plein, j'étais loin de me douter du sombre épisode qui m'attendait. Ce voyage, entre obligations professionnelles dans le Maine et retrouvailles familiales sur la côte Est,
avait débuté sous les meilleurs auspices. Au cours de ma 4e journée de route, la Pennsylvanie défilait sous mes yeux. Des bourgades pittoresques alternaient avec de vastes étendues désertiques, et mon itinéraire me forçait à emprunter des routes secondaires, de longues et sinueuses voies à une seule voie. La nuit tombait, la pluie redoublait d'intensité, et le niveau de carburant de ma voiture était au plus bas. L'absence de station-service commençait à m'inquiéter. Soudain, après une demi-heure de conduite sous une pluie battante, un panneau annonçant une station-service apparut dans la brume. Quelques instants plus tard, elle se dévoila, discrètement nichée au bord de la route, au milieu des arbres. L'homme que j'avais croisé, identifié par les tatouages distinctifs, s'est avéré être un criminel notoire, coupable d'atrocités commises dans plusieurs foyers. 6 intentions à mon égard demeurent un mystère, mais je suis désormais en paix, sachant qu'il ne pourra plus nuire à personne. Elle n'avait que 2 pompes à essence et une minuscule bâtisse de vente à l'arrière. N'ayant pas d'autre choix, je me suis garé et, sortant de ma voiture, j'ai ouvert mon réservoir. Lorsque j'ai voulu insérer ma carte dans la pompe, ça n'a pas fonctionné. J'ai essuyé l'écran poussiéreux pour essayer de comprendre, mais il était éteint. La 2e pompe ne marchait pas non plus. Frustré, j'ai regardé autour de moi. La pluie et l'heure tardive rendaient la visibilité difficile. L'endroit avait l'air vieux et démodé, mais beaucoup de stations-service le sont. En regardant de plus près, j'ai aperçu une petite lumière à l'intérieur de la bâtisse, espérant y trouver quelqu'un qui pourrait m'aider. Je quittai l'abri au-dessus des pompes à essence et courus vers la porte. L'humidité recouvrait la vitre, masquant l'intérieur. Seul un halo lumineux se reflétait. La poignée grinça lorsque je la tirai. En entrant, un malaise immédiat m'envahit. Les étagères étaient vides, certaines renversées, un spectacle de désolation. Une lumière provenant du fond attirait mon attention. Une lampe insolite, différente de l'éclairage habituel du magasin. Quelques secondes suffirent. J'étais ressorti, saisi par un pressentiment. Ce qui se passait là-dedans n'augurait rien de bon et ne m'aiderait certainement pas. En reculant sous la pluie, je me retournai vers ma voiture. Une silhouette se tenait près de celle-ci. Trempés jusqu'aux os, ils étaient là, scrutant ma voiture, jetant des regards insistants à travers les vitres. « Hé, qu'est-ce que vous faites ?» hurlai-je, me précipitant vers eux. Ils me lancèrent un regard furtif, puis leurs yeux se fixèrent derrière moi. Je me retournai et vis la porte d'entrée du bâtiment s'ouvrir, laissant apparaître un homme sous la pluie battante, 6 longs cheveux noirs, et son teint maladif lui donnait un air étrange. Sans prendre le temps d'évaluer la situation, il se mit à courir vers moi. L'autre individu près de ma voiture recula, tandis que je me réfugiais à l'intérieur. Mais l'homme qui courait ne ralentit pas. Il atteignit ma portière et tenta de l'ouvrir. Au moment où je démarrais en trombe, un bruit métallique strident vibra à travers toute la voiture. Je me suis enfui de cet endroit à toute vitesse, reprenant la route jusqu'à ce que ma voiture, une demi-heure plus tard, tombe en panne d'essence. Par chance, je captai le réseau et ai pu appeler à l'aide. En attendant, j'ai inspecté ma voiture et découvert une longue et profonde rayure sur la portière. On aurait dit qu'un couteau l'avait entaillée au moment de mon départ précipité. J'ai appris plus tard
que cette station-service était désaffectée depuis au moins une décennie. À part ça, rien d'autre ne s'est produit. Et ce qui se serait passé si je n'étais pas partie à temps reste un mystère. C'était il y a environ 10 mois. Je passais quelques jours avec mon meilleur ami de l'université, Chris, dans sa ville natale. C'était une petite ville, bien différente de ce à quoi j'étais habituée. Chris me faisait visiter les environs. Nous allions dans les bars et passions de bons moments ensemble. Lors de ma dernière soirée là-bas, il m'a parlé d'un endroit qu'il désirait explorer depuis un certain temps, mais sans avoir trouvé de compagnon. Il s'agissait d'une maison ou d'un village abandonné qu'il connaissait, situé à quelques kilomètres dans les bois. Durant nos années d'université, nous avions l'habitude de partir à l'aventure et en randonnée. Alors, l'idée m'a immédiatement séduit. À peine une demi-heure après en avoir entendu parler, nous étions déjà en train de suivre un sentier à travers les bois. Bien qu'il nous restât encore un peu de lumière du jour, nous avions emporté des lampes frontales, par précaution. Après une vingtaine de minutes de marche, le sentier a disparu et nous avons dû suivre un chemin à peine visible entre les arbres. Il nous a fallu 1 heure supplémentaire avant d'arriver à destination. Au loin, nous apercevions une maison et en nous approchant, nous en avons distingué plusieurs autres derrière. Cependant, le spectacle n'était pas celui auquel nous nous attendions. Les maisons ne semblaient pas si anciennes que cela. Usées par le temps, abîmés, ils arboraient pourtant un bardage moderne, se fondant presque dans le paysage des habitations ordinaires. Un étroit chemin de gravier serpentait vers chacune de ces demeures. On aurait pu croire à une tentative avortée de bâtir une communauté, brusquement interrompue. Des graffitis sur les murs témoignaient du passage d'autres âmes curieuses avant nous. Chris et moi nous sommes approchés de la première maison, jetant un coup d'œil par l'embrasure béante. Des mauvaises herbes perçaient le plancher, mais l'intérieur était vide. Avant que nous puissions entrer, un claquement sonore a résonné dans les bois. Nous avons sursauté, fixant le chemin de gravier d'où semblait provenir le bruit. Le silence est retombé aussi vite. Ignorant la cause de ce fracas, nous avons finalement pénétré dans la maison. Autrefois, cette maison devait être charmante, mais l'énigme de son abandon la rendait fascinante. Après avoir exploré le rez-de-chaussée, nous montâmes à l'étage. Étrangement, la pénombre s'épaississait, comme si la lumière refusait de pénétrer. Un court couloir s'offrait à nous, flanqué de 2 portes et d'une trappe dissimulant peut-être un grenier. Nous ouvrîmes la première porte, découvrant une pièce vide de toute âme. Soudain, des bruits nous alertèrent. Des pas feutrés crissaient dans l'herbe, se rapprochant de la maison. Immobiles, silencieux, nous étions persuadés d'avoir été aperçus. Mais pourquoi s'approcher ainsi? L'intrus s'arrêta devant l'entrée, hésitant à franchir le seuil. Un simple « Allô » résonna, auquel nous ne répondîmes point. Je veux juste parler, sans aucune mauvaise intention. La voix semblait celle d'un homme d'un certain âge, bredouillant comme s'il lui manquait des dents, un silence pesant d'une minute entière, suivi ces et quelques mots. Il ne reprit pas la parole, mais nous ne l'entendîmes pas non plus s'éloigner. Après plusieurs minutes d'attente, Chris descendit prudemment l'escalier et jeta un coup d'œil à la porte d'entrée. Il se retourna, le visage livide. Il n'y a personne. Je me précipitai pour vérifier par moi-même, mais il disait vrai. L'homme avait disparu.
L'absence était palpable dans l'embrasure. Prudent, nous avançâmes vers la porte. Dehors, une unique trace de pas, partant des habitations, se dessinait sur l'herbe, sans signe de retour. Une pensée commune nous saisit et, instinctivement, nous détalâmes vers les arbres. L'homme se cachait donc dans la maison. Nous quittâmes le bois au plus vite et regagnâmes son refuge. Qui était cet individu et quelles étaient ses intentions? Nul ne le sait. Une chose est sûre, si cet homme nous avait trouvés, nous ne serions probablement plus là pour en témoigner. À l'époque, je parcourais un sentier reculé que j'avais découvert dans le parc national des Cascades. Un itinéraire aller-retour, exigeant 6 jours de marche au total. Je connaissais mal ce chemin, ignorant son niveau de fréquentation. Mais, en général, sur ce genre de longue randonnée, la solitude est de mise. Le 3e jour de mon expédition, je suis tombé sur un campeur solitaire, assis devant sa tente. Une pause s'imposait, et nous avons échangé quelques mots. Il m'a confié son projet d'atteindre le sommet du sentier le lendemain. C'est justement ma destination du jour, lui ai-je répondu. Nous nous croiserons peut-être là-haut. Peu après, j'ai repris ma route et suis parvenu à l'endroit qui allait être mon campement pour les 2 nuits suivantes. La vue était à couper le souffle, un spectacle inédit qui justifiait pleinement cette journée de repos au sommet. Toute la journée, personne n'est venu troubler ma solitude. La nuit tombée, j'étais toujours le seul campeur. Mes pensées sont retournées à cet homme croisé la veille, celui qui comptait atteindre ce sommet aujourd'hui, mais il n'est jamais apparu. Peut-être avait-il renoncé, ou simplement décidé de prolonger son séjour à son ancien emplacement. Au matin, j'ai plié bagages et repris le chemin inverse. Mon départ tardif me laissait espérer atteindre au moins le campement de mon interlocuteur de l'autre jour. Endolori, sans vraiment comprendre pourquoi, j'avançais péniblement, sentant le jour décliner inexorablement. Résolu, j'allumai ma lampe frontale et continuai sur le sentier, marchant encore 1 heure après le coucher du soleil avant d'atteindre le campement. La tente de l'homme était toujours là, dressée comme s'il ne l'avait jamais quittée, connaissant son intention de poursuivre sa randonnée et sachant qu'il est inhabituel de rester plusieurs jours au même endroit en voyageant ainsi. Je l'appelai pour m'assurer qu'il allait bien. Aucune réponse. Je m'approchai un peu plus et lui dis que je voulais juste prendre de ses nouvelles. Mais le rabat de sa tente était entrouvert et il n'y avait personne à l'intérieur. Une boule se forma dans ma gorge, comme si mon corps pressentait un mauvais présage. Je restai immobile, scrutant les environs, sans apercevoir la moindre trace de lui, jusqu'à ce que je remarque une lueur au loin. Une faible lumière immobile scintillait au plus profond des bois. Je me mis à marcher dans sa direction, parcourant environ 40 mètres depuis les tentes avant de découvrir sa source. Une lampe frontale gisait sur le sol, comme oubliée là par inadvertance. Sa lumière faiblarde témoignait de piles presque à plat. C'est alors que je sentis un regard posé sur moi. Une présence se tenait à une dizaine de mètres, dissimulée dans l'ombre, visiblement soucieuse de ne pas être découverte. J'eus l'intuition que ce n'était pas l'homme rencontré précédemment, mais l'angoisse me poussait à réagir. « Bonjour, avez-vous besoin d'aide ?» La silhouette resta immobile et silencieuse. « Excusez-moi, je m'en vais. » Ma voix tremblait alors que je me précipitais vers la tente. Heureusement,
Je n'avais encore rien déballé. J'enfouillai mon sac à dos sur mes épaules et quittai précipitamment le campement. Au même instant, la lampe frontale dans les bois s'éteignit, me laissant seule avec mon effroi. L'évasion fut ma seule option. J'ai marché sans relâche, parcourant près de 5 kilomètres jusqu'au campement suivant. Dès que possible, j'ai signalé la disparition. Mes craintes se sont avérées fondées. L'homme que j'avais croisé s'était volatilisé. Pratiquement aucune trace ne subsistait. Et dans cette région isolée, les recherches s'annonçaient désespérées. L'identité de cet individu croisé au loin reste la clé de l'énigme, la pièce manquante du puzzle. Bien que, au fond, nous connaissions tous le scénario le plus probable. Quelques semaines auparavant, j'avais réservé un Airbnb dans une ville inconnue. Un rendez-vous professionnel dans la région justifiait ce court séjour d'une journée avant de reprendre la route. Après 3 heures de route, j'arrivais à destination. Le quartier était d'un calme presque irréel. La plupart des maisons étaient plongées dans l'obscurité, masquées par la végétation luxuriante. Seule une silhouette solitaire déambulait sur la chaussée. Loin, en contrebas, rien ne clochait en apparence, mais un sentiment étrange m'envahit soudain. Je montai, ouvris la porte et pénétrai dans la maison. Une demeure banale, sans charme particulier, mais parfaite pour mes besoins. Après avoir fait le tour du propriétaire, je rouvris la porte pour récupérer mon autre sac dans la voiture, mais en posant le pied sur le porche, je remarquai une silhouette immobile dans la rue. C'était la personne aperçue quelques minutes plus tôt, mais elle ne marchait plus. Plantée là, elle fixait le Airbnb. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, elle me remarqua et s'éloigna. Je la gardais à l'œil, méfiant quant à ses intentions. Elle continua son chemin, disparaissant au bout de la rue. Je suis rentrée, vérifiant que tout était bien verrouillé. Puis j'ai garé ma voiture au garage, juste par prudence. Pendant les heures qui suivirent, j'ai jeté un coup d'œil dehors à plusieurs reprises pour voir si cet homme rôdait encore. Je ne l'ai plus aperçu et, devant me lever tôt le lendemain, je suis allée me coucher. J'ai plutôt bien dormi, me réveillant quelquefois pendant la nuit. Mais mon réveil a sonné à 4 heures du matin, signalant qu'il était temps de se lever. Le soleil n'était pas encore levé. Il faisait donc encore noir dehors. Encore ensommeillé, je me suis assis sur mon lit et j'ai immédiatement remarqué une lumière qui filtrait sous la porte de la chambre. Je ne me souvenais pas avoir laissé de lumière allumée, mais je me suis dit que j'avais dû oublier une lumière dans la cuisine ou quelque chose comme ça. Je suis sortie du lit et me suis approchée de la porte, mais juste avant de l'ouvrir, j'ai entendu un bruit de l'autre côté. On aurait dit que quelque chose bougeait au bout du couloir. J'ai ouvert la porte et j'ai vu que c'était la lumière du salon qui était allumée, ce que j'étais sûre d'avoir éteint. Le bruit a continué alors que je m'avançais dans le couloir et que je regardais dans le salon. Un homme fouillait dans mes affaires, tapi dans un coin. Sa silhouette, encapuchonnée de noir et vêtue d'un jean déchiré, correspondait trait pour trait à celle que j'avais aperçue rôder. Un bref regard, et il pivota, me faisant face. Aucune surprise ne se lisait sur son visage, comme s'il m'attendait. Il laissa tomber le sac qu'il tenait et intima l'ordre de ne pas bouger. Il s'avança, et en une fraction de seconde, je pris une décision. Je me retournai et détalai vers la pièce, claquant la porte juste avant qu'il ne m'atteigne. Il se jeta contre elle, tentant de l'enfoncer à coups de pied, puis s'attaqua à la serrure.
une idée me traversa l'esprit. J'ouvris une fenêtre et sautai, fuyant à toutes jambes. Lorsque les forces de l'ordre arrivèrent enfin, l'individu avait disparu. Mes sacs avaient disparu, bien sûr. Et, pour ajouter à la terreur, la porte de la chambre était ouverte. Il avait crocheté la serrure et était entré. Si j'étais restée cachée dans la salle de bain, qui sait ce qui se serait passé? La police semblait penser que les actions de cet homme étaient motivées par quelque chose de plus que du simple volume. Je prie pour qu'il ne me retrouve pas. Plus tôt, ce printemps, je campais dans les bois, à 4 heures au nord de chez moi. Il y avait un petit lac où j'allais souvent. Il n'était jamais bondé, et je ne pense même pas qu'il soit très connu. Ceux qui en faisaient une escapade paisible à chaque fois. Lorsque je suis arrivée le premier jour et que j'ai tout installé, il n'y avait personne d'autre. Le lac n'était pas trop grand et était entouré d'une plage herbeuse bordée de bois, ce qui me permettait de voir tout autour. Peu après mon arrivée, j'ai vu un homme sortir des bois de l'autre côté et installer une tente. Un campeur ordinaire, au premier abord discret et solitaire. Pourtant, avant le crépuscule, je l'aperçus contourner le lac, se dirigeant vers mon emplacement. Un sourire amical illuminait son visage lorsqu'il se présenta. William. Il avoua ne pas savoir si j'avais remarqué son installation, mais il m'avait vu de l'autre côté du lac et souhaitait simplement me saluer. Constatant que nous étions tous deux isolés dans cet endroit reculé, un lac que peu de gens fréquentent. Nous avons bavardé un moment et il s'avéra fort sympathique. William avait 26 ans, un âge proche du mien, et nous partagions le même goût pour ce coin de camping en raison de son isolement. Après une demi-heure de conversation, il regagna l'autre rive alors que le soleil amorçait sa descente. La nuit fut paisible, mais au matin, le destin nous réunit de nouveau. Nous passâmes une grande partie de la journée ensemble, à discuter et à flâner. Il partagea avec moi une bière en pack de 6, et nous nous installâmes sur la plage, échangeant des conversations décontractées et agréables. Le soir venu, chacun regagna sa tente. Assis près de mon petit feu de camp, je ressentis une joie sincère d'avoir rencontré William. Il me semblait être le compagnon idéal pour une aventure en camping, peut-être une prochaine fois. Alors que la nuit s'épaississait, je me préparais à éteindre le feu et à me glisser dans mon sac de couchage. C'est alors que j'aperçus William errant au bord du lac. Son feu s'était éteint depuis un moment, et je le croyais déjà endormi dans sa tente. Il s'approcha de mon feu de camp, et immédiatement, quelque chose chez lui avait changé. « Hé, tout va bien ?» demandai-je. Il sourit et retrouva soudainement son comportement initial, m'expliquant qu'il voulait me montrer un endroit incroyable qu'il avait découvert, offrant une vue imprenable. J'hésitais, arguant qu'il était tard pour s'aventurer dehors. Il insista, me garantissant que la vue était encore plus spectaculaire dans l'obscurité. Son enthousiasme communicatif me convainquit. Quel était l'intérêt de camper dans les bois si je passais à côté de panoramas exceptionnels? Je me suis levée et les suivis jusqu'à l'autre rive du lac. Puis je me suis laissée traîner derrière lui alors qu'il nous guidait à travers les bois. Il n'y avait ni sentier ni rien de ce genre. Et j'ai rapidement compris que, quel que soit cet endroit, William devait y être venu de nombreuses fois pour connaître le chemin exact sans se perdre. Surtout dans l'obscurité. Nous avons marché pendant peut-être un quart d'heure
avant que William ne commence à ralentir. Il a pointé du doigt devant lui et a souri comme si c'était le clou du spectacle. Mais quand je me suis avancée et que j'ai regardé, il y avait une petite structure. C'était un vieux camping-car qui semblait avoir été abandonné et avoir succombé aux éléments pendant des années. La mousse le recouvrait et des trous de rouille parsemaient le revêtement. Je me suis retournée pour regarder William, me demandant ce que c'était que ça. Mais son visage était maintenant froid et vide. Il avait l'air d'être une personne différente. « William, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il n'a pas répondu. La peur au ventre. Je me suis mis à regarder autour de moi avec frénésie. Et c'est alors que j'ai entendu la porte métallique rouillée s'ouvrir en grinçant derrière moi. Je n'ai aperçu que brièvement quelqu'un s'élancer à ma poursuite. Mais cela m'a suffi pour démarrer un sprint effréné. J'entendais William et l'autre personne me talonnant, mais j'ai puisé dans toutes mes forces pour continuer à courir jusqu'à les semer. À ce moment-là, j'étais tellement profondément enfoncée dans les bois que j'avais complètement perdu mon chemin. J'ai continué à marcher, les yeux rivés sur les arbres, jusqu'à ce que le soleil se lève enfin. Quand j'ai finalement retrouvé le chemin du lac, j'ai constaté, depuis la lisière de la forêt, que tout mon matériel de camping avait disparu. On aurait dit que je n'avais jamais été là. Préférant rester discret, j'ai repris le sentier et suis parvenue à regagner ma voiture. J'ai déposé une plainte auprès de la police locale, mais ils n'ont jamais évoqué avoir trouvé quoi que ce soit. Pour être honnête, j'ai même l'impression qu'ils n'ont pas vraiment cherché. Le simple fait d'imaginer ce qui avait été prévu pour moi cette nuit-là donne froid dans le dos. Mais au moins, j'ai pu m'échapper avant d'en être témoin. J'étais en voyage, reliant Portland à Chicago. Un trajet d'environ 3 jours en voiture, ce qui m'avait incité à réserver quelques hébergements sur la route. Je n'avais pas été trop regardant sur les choix, optant pour des Airbnb afin de profiter un peu plus du voyage que dans un hôtel impersonnel. Mon premier Airbnb se trouvait dans le Wyoming. La route à travers cet état évitant les grandes villes, le logement était situé dans une bourgade minuscule. Elle ne devait pas s'étendre sur plus de 3 ou 5 kilomètres. Alors que je franchissais la frontière du Wyoming, une forte neige a commencé à tomber, alourdissant encore cette longue journée de route. Quand je suis enfin arrivée en ville, les routes étaient recouvertes de neige et le soleil était déjà couché. Une atmosphère étrange régnait. Je ne connais pas grand-chose aux petites villes, mais celle-ci correspondait parfaitement à l'image que je m'en faisais. Surtout dans un état à faible densité de population comme le Wyoming. L'espoir d'un McDonald's ou saisir un dîner rapide s'était évanoui. Je traversais alors la bourgade et m'engageais sur le chemin menant à mon Airbnb. Une longue allée serpentait vers une modeste demeure, nichée au cœur d'un champ, gardée par une haie de pins enneigés. Je me garai et, sac en main, contournai la maison pour gagner la façade. Le code déverrouilla la porte et je me retrouvai à l'intérieur, refermant l'accès derrière moi et allumant la lumière. L'espace était restreint, peut-être 46 mètres carrés, comprenant un salon et une chambre. Déchaussée, je laissai tomber mon sac près du lit et me laissai tomber sur le canapé. Un bruit sourd résonna alors depuis la chambre. Je me retournai instinctivement vers l'embrasure de la porte que je venais de franchir. Le bruit avait été assez fort, mais son origine restait un mystère. Curieux,
Je me relevai et retournai sur mes pas, pénétrant dans la pièce et allumant la lumière. L'uniformité régnait, imprégnant chaque recoin de cette demeure isolée. Après une inspection rapide de la modeste salle de bain, je constatai l'absence d'anomalie. Seule une porte demeurait inexplorée, celle du placard de la chambre. Je m'approchai et tentai d'ouvrir, mais la poignée resta immobile, verrouillée de l'intérieur. Étrange, un placard fermé à clé. L'idée d'un espace de rangement pour le propriétaire me vint à l'esprit, la seule explication plausible. De retour au salon, je m'allongeai sur le canapé, les yeux clos, élaborant les plans du lendemain. Un quart d'heure plus tard, je me relevai, me dirigeai vers la fenêtre et observai la chute incessante de la neige, m'interrogeant sur la praticabilité des routes. L'obscurité était totale, les lumières de la ville masquées par les grands pins. La neige redoublait d'intensité. Je fermai les stores et me retournai vers le canapé. Mais alors, une ombre furtive se déplaça dans la chambre. L'ombre se faufila, lente et fluide, comme un reflet accompagnant l'ouverture ou la fermeture d'une porte. Intrigué, je m'avançai, les oreilles aux aguets. Atteignant l'embrasure, je scrutai l'intérieur. Tout était en ordre. Rien ne semblait justifier l'apparition de cette ombre fugitive. Pourtant, j'étais certain d'avoir perçu un mouvement. Mon regard erra, sondant chaque recoin jusqu'à revenir se poser sur le placard. Il restait clos, mais une sensation étrange, presque palpable, émanait de lui. D'un pas décidé, je m'approchai et empoignai la poignée. Elle céda, sans résistance. Le loquet n'était plus verrouillé. L'intérieur, cependant, était désespérément vide. Un simple réduit, sans âme qui vive. À peine eus-je le temps d'assimiler cette découverte et de tenter d'assembler les pièces du puzzle qu'un bruit retentit derrière moi. Me retournant, je découvris un homme imposant, planté dans l'encadrement de la salle de bain, le visage labouré d'égratignures et de coupures. Il respirait la défaite, l'épuisement. Son regard vide, il semblait indifférent à son propre état lorsque je l'ai observé. Il pénétra dans la chambre, s'agenouilla et extirpa de sous le lit un sac de sport crasseux et usé. Se relevant, sans même un regard dans ma direction, il quitta lentement la pièce, puis la maison. Je me précipitai à la fenêtre et le vis s'éloigner dans la neige, jusqu'à disparaître au-delà de la lumière. J'ai tenté d'alerter la police, mais après m'avoir écouté, ils se sont contentés de questionner le propriétaire du logement loué. Après mon départ, je n'ai eu aucune nouvelle. Je me dis qu'il cherchait probablement juste un endroit pour dormir, mais son apparence me laisse perplexe. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si, ce soir-là, je m'étais simplement couché, ignorant qu'un homme se cachait dans le placard, à quelques centimètres de moi. C'était il y a quelques mois, alors que je faisais des livraisons pour arrondir mes fins de mois. Cette nuit-là, je ne faisais que quelques livraisons, vu l'heure tardive. Vers 1h du matin, j'ai accepté une petite commande. L'adresse indiquait un immeuble de bureau situé à l'autre bout de la ville. Une situation banale, souvent pour les employés de nuit. En arrivant sur le parking, j'ai été surpris de le trouver désert. Pas une seule voiture. Impossible de se garer derrière l'immeuble non plus. Je me suis donc garé devant et suis sorti avec la commande. L'endroit était bien un immeuble de bureau, mais plus petit que la plupart, avec seulement 2 étages et une façade étroite.
Toutes les lumières étaient éteintes, sauf une derrière la porte d'entrée. En m'approchant, j'ai consulté l'application. Les instructions étaient claires. Entrez dans le hall et déposez le sac devant le bureau 232. À travers la porte vitrée, j'apercevais un couloir bordé de portes closes de chaque côté. Livrer une commande directement dans une chambre, je n'avais connu cela qu'à l'hôtel. Cette fois, c'était différent. J'ai testé la poignée et la porte s'est ouverte sans résistance. J'ai franchi le seuil. Je m'attendais à un brouhaha, des gens affairés, des conversations. Rien, un silence total régnait dans l'édifice, seulement troublé par le bourdonnement des néons au plafond. Les premières portes que j'ai croisées affichaient des numéros dans les centaines. 102, 106. Ma destination, la chambre 200 et quelques, devait donc se trouver à l'étage supérieur. Au milieu du couloir, l'embrasure de l'escalier. Une cale de porte la maintenait ouverte, mais aucune lumière ne filtrait. J'ai avancé jusqu'au pied de l'escalier et levé les yeux. Un noir absolu. Pas le moindre rayon de lumière. Pas même là où ma chambre devait se trouver. Un silence angoissant retomba, me glaçant jusqu'aux os. D'ordinaire, je suivais scrupuleusement les consignes pour obtenir de bonnes évaluations. Mais cette fois, quelque chose me mettait mal à l'aise. Sortant de la cage d'escalier, je me retrouvais dans le couloir. Au même instant, la porte d'en face s'ouvrit. L'obscurité régnait dans la pièce, mais un homme en surgit, empiétant sur le couloir. Il portait des vêtements ordinaires, rien d'un employé de bureau. Planté devant moi, il pointa du doigt la cage d'escalier derrière moi. 232, c'est là-haut, j'acquiesçais, immobile. Lui non plus ne bougeait pas. Son regard, intense, semblait contenir une colère sourde. Après quelques secondes interminables, je lâchai le sac à mes pieds et me précipitai vers la sortie. L'homme ne m'a pas suivi directement, mais j'ai perçu le bruit de ses pas résonner dans la cage d'escalier alors que je quittais l'immeuble. Je me suis engouffrée dans ma voiture et j'ai démarré, laissant derrière moi cette étrange rencontre, incertain de la nature de CE qui venait de se passer, et craignant peut-être d'exagérer, j'ai choisi de ne pas alerter la police. Le lendemain, cependant, c'est la police elle-même qui m'a contacté. Apparemment, un cambriolage avait été signalé dans les bureaux et les images de vidéosurveillance avaient capturé ma voiture et ma plaque d'immatriculation, remontant ainsi jusqu'à moi. Il possédait également des images du cambriolage lui-même et il souhaitait que je vienne les aider dans leur enquête. Mes informations étaient minces, mais j'ai appris que 3 individus étaient impliqués dans l'effraction. Un se trouvait en bas, celui que j'avais croisé, tandis que les 2 autres étaient cachés en haut des escaliers, attendant, selon les caméras, que je m'engage dans la montée. Fait troublant, plusieurs autres commandes de livraison avaient été passées à la même adresse cette nuit-là. Heureusement, tous les autres livreurs avaient fait preuve de plus de prudence que moi, déposant simplement les commandes devant la porte d'entrée. Nul ne saura jamais ce qui se serait passé dans ce bureau si l'un de nous était monté au premier étage. Espérons que la police retrouvera ces 3 hommes avant que quiconque n'en soit victime. Chaque année, ma femme et moi nous offrons une escapade. C'est notre façon de rompre avec la routine et de savourer des moments privilégiés ensemble. Cette année, nous avions réservé un chalet dans l'État de Washington. Isolé et décrit comme un havre de paix loin de toute civilisation, l'endroit
nous a séduits. Notre quotidien se déroule habituellement dans des villes surpeuplées. Alors cette perspective était des plus attrayantes. Dès notre arrivée, nous avons fait quelques courses dans une épicerie, puis avons pris un taxi pour rejoindre le chalet. Inutile de louer une voiture pour seulement 3 jours. Nous avions l'intention de profiter pleinement du refuge. Et si l'envie nous prenait de bouger, nous aurions toujours la possibilité de commander un Uber. Le trajet en taxi a duré un peu plus d'1 heure depuis la ville où nous avions atterri. La majeure partie du trajet s'est déroulée entre d'immenses chaînes de montagnes et un paysage verdoyant, baigné d'arbres. Une beauté à couper le souffle qui éveilla en nous une impatience joyeuse. Vers 19 heures, nous aperçûmes enfin la cabane, solitaire au cœur d'une forêt dense. L'allée qui y menait se réduisait à peine à quelques traces de pneus dans la terre. Une fois le taxi réglé, nous nous sommes empressés de décharger nos affaires. La cabane était modeste. Un rez-de-chaussée abritant une cuisine et un salon, surmonté d'une mezzanine accessible par une échelle, où trônait le lit. Cet espace était plutôt exigu, obligeant à ramper pour se glisser sous la couette, à l'image de ces lits que l'on trouve dans les micro-maisons. Après avoir déballé les provisions, nous avons préparé un dîner rapide, car nous étions épuisés par le voyage. Une bouteille de vin débouchée, nous avons allumé un feu de cheminée. L'anticipation des jours à venir emplissait nos conversations. Vers 23 heures, un bruit extérieur a soudainement rompu le silence. Quelqu'un marchait dans l'herbe, tout près de la cabane. Le bruit était fort, inquiétant. Sentant la nervosité de ma femme, j'ai tenté de la rassurer. Me levant, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. C'est alors que j'ai réalisé l'obscurité profonde qui nous enveloppait. Des arbres immenses se dressaient, silhouettes noires découpées dans la nuit sans lune. Je lui affirmai n'avoir aperçu personne, puis me dirigeai vers la porte d'entrée. Je l'ouvris, sortis sur le porche et allumai les lumières extérieures. Mon regard ne pouvait embrasser qu'une petite portion de l'allée, mais elle était déserte. La forêt alentour respirait le calme et le silence. Si quelqu'un s'y était aventuré, j'aurais perçu le moindre bruissement. De retour à l'intérieur, j'interrogeai ma femme. Avait-elle encore perçu ces pas? Elle me répondit que le son ne s'était pas éteint progressivement, mais avait cessé net, quelque part derrière la cabane. Mon courage vacillait. Je lui demandai de se réfugier dans la mezzanine et de rester silencieuse, le temps que je comprenne ce qui se passait. Je fis le tour des fenêtres, une fois encore, mais ne vis rien. Alors, je revins à la porte d'entrée. Je me préparais à ressortir quand un choc sourd ébranla la cabane. Je levai les yeux vers ma femme qui, elle, fixait le plafond. Quelqu'un se trouvait sur le toit. J'étais cloîtrée à l'intérieur, le téléphone à la main, expliquant patiemment à la police comment atteindre ce chalet perdu au fin fond des bois. Une attente interminable d'1 heure commença, ponctuée par le bruit occasionnel de pas sur le toit, comme si quelqu'un rôdait. Après 45 minutes d'angoisse, le son distinct de bottes heurtant le sol nous fit sursauter. Puis, le silence, brisé uniquement par le bruit de pas s'éloignant calmement. J'osai jeter un coup d'œil par la fenêtre et aperçus une silhouette se fondant dans l'obscurité de la forêt. La police, après avoir pris notre déposition, nous conduisit en ville, où nous passâmes le reste de nos vacances. L'idée de cette personne, à des kilomètres de toute civilisation, errant ainsi dans les bois, reste terrifiante. S'ils attendaient que nous nous couchions,
ou que nous sortions. Nous sommes simplement reconnaissants d'avoir pu partir avant que quelque chose de plus grave ne se produise. Cela fait des années que je possède la même maison, une maison familiale que j'ai habitée pendant 8 ans. Elle était parfaite quand j'avais des colocataires. Mais depuis qu'ils sont partis, je me retrouve seule dans cet espace immense. Un espace qui ne me sert plus à rien. C'était techniquement une maison de 4 chambres, mais je n'en utilisais que 2. L'une était ma chambre principale, et l'autre, une salle de jeu, mon sanctuaire numérique. Les 2 autres pièces se trouvaient au bout du couloir, à l'étage. L'une servait de débarras, quelques cartons y étaient entassés, et l'autre restait désespérément vide. Un espace silencieux et inutilisé. Après avoir quitté le travail à 21h, un détour rapide pour emporter un Wendy's, et me voilà déjà plongée dans l'ambiance feutrée de ma salle de jeu. Le lendemain était un jour de congé, une invitation à passer la nuit immergée dans des mondes virtuels. Casque sur les oreilles, je lance Call of Duty, impatient d'en découdre. Mais avant même de pouvoir rejoindre une partie, un son étrange me parvient. Quelque chose qui ressemble à un coup frappé à la porte d'entrée. J'enlève mon casque et tends l'oreille. Mais le silence qui suit me fait douter. S'il y avait quelqu'un, il aurait frappé de nouveau, non? Je me replonge donc dans le jeu. 2 heures passent, rythmées par les explosions et les tirs virtuels. Puis, le son revient. Cette fois, c'est plus confus, comme un coup ou une porte qui claque. Avec le casque sur les oreilles et la porte de ma chambre fermée, il est difficile de distinguer la nature exacte de ce bruit étrange. Je me suis levée et j'ai ouvert la porte, scrutant le couloir, à l'affût du moindre bruit. Une longue minute s'est écoulée. Je suis descendue et jeté un coup d'œil dehors. Tout semblait normal. Pourtant, ces sons étranges me mettaient mal à l'aise. J'ai vérifié que la porte était bien verrouillée avant de remonter. Plus prudent, j'ai laissé ma porte de chambre ouverte. Ainsi, si cela se reproduisait, je l'entendrais mieux. J'ai remis mon casque et repris ma partie. Une 20aine de minutes ont passé. Au moment où la partie s'est achevée, alors que je me détendais sur ma chaise, une silhouette a surgi, traversant le cadre de la porte. J'ai arraché mon casque et bondi de mon siège. Pétrifié, je suis resté figé, les yeux rivés sur l'ouverture, immobile, la peur chevillée au corps. Plusieurs minutes s'éternisèrent avant que je ne puisse me résoudre à bouger. Un regard prudent dans le couloir, puis dans le reste de la maison, ne révéla aucune présence. Pourtant, la porte d'entrée était de nouveau ouverte, signe indéniable d'une intrusion. L'enquête policière révéla l'impensable. Une personne s'était cachée, avait même vécu, dans la pièce inoccupée. Des semaines, voire des mois, s'étaient écoulés sans que je ne soupçonne quoi que ce soit. Il était là, de l'autre côté du mur, à quelques pas de moi. L'idée me glace le sang. Qu'aurait-il fait si je l'avais surpris? Nul ne peut le dire. À 19 ans, je gagnais ma vie comme chauffeur Uber. L'avenir était encore flou, les études universitaires remises à plus tard. Uber n'était qu'un moyen de payer les factures en attendant de trouver ma voie. Cette nuit-là, j'avais prévu de conduire de 7 heures du soir à 3 heures du matin. C'était l'heure que je préférais pour travailler, car la plupart des autres chauffeurs ne sillonnaient pas les routes à ces heures-là, et j'ai toujours été plus nocturne. Vers 11 heures, j'ai pris en charge une dame à un bar
et l'ai conduite pendant 35 minutes jusqu'à son domicile, situé à la périphérie de la ville, dans un quartier isolé et paisible. Après l'avoir déposée, une autre requête est apparue, provenant d'un endroit situé à 10 minutes de là. J'hésitais à l'accepter, car la destination ne se trouvait pas en direction de la ville, mais au contraire, encore plus loin. Finalement, j'ai quand même accepté, en espérant que la prochaine course me ramènerait vers la ville, où il y aurait probablement plus de travail. Je me suis engagée sur la route et j'ai commencé à conduire vers le lieu de prise en charge. Le chemin pour y arriver traversait des terres agricoles désolées et il n'y avait pratiquement aucune autre voiture sur la route. Au terme d'un chemin de terre étroit serpentant entre des champs d'herbes hautes, se dressait, au sommet d'une modeste colline, une ferme isolée. C'était l'endroit précis que m'avait indiqué l'application. Je me suis garée dans l'herbe, devant la maison. L'obscurité régnait, aucun signe de vie à l'extérieur. Après quelques instants, un bref coup de klaxon pour signaler mon arrivée. Les fenêtres baissées, le bruissement des cultures emportées par le vent était assourdissant. Soudain, un léger toc contre la vitre passager me fit sursauter. L'idée ne m'avait pas effleuré de regarder derrière moi. J'avais présumé, naturellement, que mon interlocuteur viendrait de la maison. L'homme se pencha à travers la fenêtre ouverte, son regard perçant fixé sur moi. Un silence pesant s'installa, un regard neutre fixé sur moi, avant que je ne brise le silence en demandant si c'était bien lui qui avait commandé l'Uber. Ses yeux dérivèrent vers la banquette arrière, scrutant l'intérieur, avant de revenir à moi avec un hochement de tête approbateur. « Pourriez-vous m'aider à porter quelque chose jusqu'à la voiture ?» En plein travail, ma réponse fut un « bien sûr » machinal, imaginant qu'il s'agissait de simples bagages. Mais j'allais vite regretter cette précipitation. L'homme s'avança vers la maison et je sortis de la voiture pour le suivre à distance. Arrivé au porche, il ouvrit la porte et se précipita à l'intérieur sans même se retourner. Je me hâtais de le rattraper et, une fois sur le porche, la porte grande ouverte dévoila un couloir désert, plongé dans l'obscurité. L'homme avait disparu. Aucun bruit de pas ne me parvenait. Une sensation étrange, presque surnaturelle, m'envahit. « Monsieur ?» Un appel resta sans réponse. La maison silencieuse, immobile. Au-delà du seuil, l'obscurité était presque totale, et un silence angoissant régnait. Impossible de franchir cette porte. Je fis demi-tour, courant jusqu'à ma voiture, traversant le champ à toute vitesse et annulant ma course. Mon plus grand regret de cette nuit-là est mon silence. J'ai pensé, à tort, qu'il n'y avait aucune raison valable d'alerter la police. Mais avec le recul, l'idée que quelque chose d'horrible se soit passé devient de plus en plus tenace. 1 mois plus tard, j'ai cherché des informations sur cette ferme. Il s'avère qu'elle avait été vendue pour la dernière fois dans les années 60. L'homme que j'avais vu n'était donc certainement pas le propriétaire et probablement pas un habitant des lieux. Ce qui m'attendait à l'intérieur, si j'avais osé entrer, restera à jamais un mystère. Cette histoire s'est déroulée il y a un peu plus d'1 an. À 24 ans, je suis propriétaire d'une maison de ville en banlieue. La solitude me pèse, alors j'invite des amis dès que possible. Mes amis les plus proches viennent plusieurs fois par semaine et dorment parfois chez moi pour échapper à la maison parentale. Cette nuit-là, je n'avais rien de prévu,
mais j'attendais avec impatience le lendemain, car Sarah devait venir pour une soirée cinéma. Je me suis donc couchée tôt, vers 9h15. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée. J'ai regardé ma table de chevet et il était 2h du matin. Mais mon réveil était étrange. Mon cœur battait la chamade sans raison apparente et mon esprit était étrangement alerte, comme si quelque chose se préparait. J'ai pensé que j'avais peut-être fait un cauchemar, jusqu'à ce que j'entende un cliquetis en bas. Je me suis redressée, une porte a lentement grincé et j'ai entendu des pas pénétrer dans ma maison. Envahie par la terreur, j'imaginais que ceux devaient être Sarah ou une de mes amies, toutes ayant une clé de ma maison au cas où elles auraient besoin d'un endroit où se réfugier. Je me levai et me dirigeai vers la porte, l'ouvrant et m'aventurant dans le couloir. Sarah? Aucune réponse. J'attendis dans le couloir. Une éternité me sembla-t-il, quand soudain, une lumière vive illumina tout le rez-de-chaussée. Une seconde plus tard, un murmure indistinct s'échappa du salon. Quel qu'il soit, il avait allumé la télévision. Un instant, je fus soulagée, pensant que c'était sûrement une amie un peu trop arrosée. Je descendis les escaliers et entrai dans le salon et sentis mon corps se glacer instantanément. Un inconnu était assis sur mon canapé, les yeux rivés sur l'écran de télévision. Un homme d'une 50aine d'années, les cheveux noirs clairsemés et longs, les vêtements maculés de crasse, avait élu domicile dans mon salon. La peur au ventre, je l'observais, incrédule. Il tourna son regard vers moi et me gratifia d'un sourire édenté, puis me fit un geste de la main, m'invitant à le rejoindre sur le canapé. Sans réfléchir, je me suis enfuie, courant à perdre haleine jusqu'à la porte de mon voisin. J'ai frappé, tambouriné, jusqu'à ce qu'il m'ouvre et appelle la police. Mais à leur arrivée, l'intrus s'était volatilisé, ne laissant aucune trace de son passage. Le pire, c'est que les policiers ont minimisé l'incident, suggérant qu'il s'agissait probablement d'un sans-abri inoffensif en quête d'un endroit pour dormir. Pourtant, tout indiquait le contraire. Il avait forcé ma serrure, s'était installé sur mon canapé, avait allumé la télévision, puis m'avait souri, m'invitant à le rejoindre. J'ai la conviction qu'il s'agissait d'un harceleur, et depuis, le sommeil me fuit lorsque je suis seule, hantée par la pensée que je pourrais ne pas l'être réellement.